Mythes et complots avec Christian Page. Ah ben, Christian Page, bonjour. Salut Benoît. On dirait qu'à ce moment, au début, c'est de la musique d'une danse lascive. Hein? Oui. Ça revient pas à Samantha ardente, toi, là. Non, commence pas ça. Bon, tout va bien? T'es correct? Ah oui, toi, oui. Et toi? New York, c'était bien? Ma troisième aberration de la journée. Oui, bon. La troisième. Oui. De nombreux auditeurs t'ont demandé ce que tu pensais des photographies de squelettes géants. De quoi tu parles? Ben oui, écoute. Tu vois, si on va sur Internet, on voit et on mettons que je le fais, là. Là, tu tapes sur Internet Giant Skeleton, quelque chose comme ça. Tu vas trouver des photographies de groupes de chercheurs, des genres d'archéologues qui entourent des squelettes géants. Et quand on parle de squelettes géants, là, je parle pas ici d'un solide gaillard de 2,50 m. Là. Je te parle de squelettes qui font à peu près 10 mètres de haut. Là. Donc, on parle de géants du oui, monsieur. Mais non, mais attends, c'est sur le site de National Geographic. Voilà, et c'est un petit peu ce que je m'en allais te dire. Donc, ces rumeurs de squelettes géants auraient été trouvées un peu partout à travers le monde. On soutient, on parle autant au Moyen-Orient qu'en... Ah, c'est bon, hein? C'est bon. Ouais, c'est du bonbon. Ah non, c'est bon, vas-y, j'arrête de t'interrompre. Et évidemment... On soutient, par exemple, que certains de ces squelettes auraient été trouvés par des membres de recherche du National Geographic. Évidemment, ce que dément fortement les membres du National Geographic, et eux expliquent en fait que ces photographies sont toutes des photographies truquées. On connaît, par exemple, on reconnaît là-dedans des photographies où on a isolé, par exemple, un squelette et auquel on a en fait, on a fait un pacing, si je peux dire, à travers Photoshop pour rajouter des gens autour. Donc, ces photographies-là sont toujours un peu truqué. Et là, ben évidemment, les amateurs, ben oui, j'en vois une. C'est ça? Oui, absolument. Donc, okay. C'est magnifique. Et évidemment, les gens soutiennent que lorsque l'on essaie de remonter à la source de ces photographies, évidemment, on n'y arrive pas parce que il y a une sorte de complot. On essaie de nous cacher la réalité de l'existence de ces géants parce que, évidemment, ça irait à l'encontre, en fait, de notre croyance sur l'évolution. Extraordinaire idée. Oui, absolument. Quel mais bon en coup, fait, oui, mais ça a l'air tellement réel. Exact. Mais quand on fouille de plus près, on découvre que la plupart de ces sites où on retrouve les photographies sont quelque part liés à des groupes de fondamentalistes religieux. Or, les fondamentalistes religieux, faut-il le rappeler, sont des gens qui essaient de nous présenter une Bible littérale, c'est-à-dire que ces gens-là croient qu'il y a eu un jardin d'Éden, Adam et Ève, il y a eu un déluge, Noé et tout le reste. Donc, évidemment, l'existence de ces géants dont parle la Bible et qu'elle décrit comme étant les Néphilim, ben évidemment, si on trouve des squelettes de ces Néphilim. Les quoi? Les Néphilim, je vais d'ailleurs revenir là-dessus. Donc, si on retrouverait des squelettes de Néphilim, ça viendrait donc prouver l'existence non seulement de ces géants qui vivaient sur la Terre à une époque biblique, et encore, bien sûr, de prouver l'acuité, la réalité du récit biblique. Bon, ces géants, les Néphilim, on en parle beaucoup dans les premiers livres de la Bible. En fait, les 5 premiers livres de la Bible sont la Torah. Ce sont les textes fondateurs du judaïsme. Et je t'ai isolé ici pour le plaisir un petit passage de la Genèse. Ah, j'aime ça. La Genèse, chapitre 6, verset 4. D'accord, je me recueille. Voilà, donc on aurait dû demander à Larry une petite musique de recueillement, mais bon, enfin. Et là, je cite textuellement, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Donc, évidemment, ces géants, ce sont les Néphilim et ce sont ces squelettes qu'on retrouverait. Et comme je l'ai mentionné, l'acuité du récit biblique serait prouvée par l'existence ou ces découvertes-là. Il faut faire attention parce que lorsque l'on parle de récit biblique, que ce soit pour les gens qui sont de croyances fondamentalistes religieuses ou même les gens qui auraient tendance un peu à regarder les textes bibliques, à les prendre au premier niveau, il faut quand même se rappeler que ces grands écrits, les premiers livres de la Torah, par exemple, on a une tradition orale d'à peu près 800 à 1000 ans avant que les premiers textes soient écrits. Et il faut se rappeler également que les gens qui ont écrit ces textes ne les ont pas écrits pour nous rappeler des faits historiques, mais pour plutôt témoigner une foi ou des éléments fondateurs qui ont entraîné une foi. Donc tous ces éléments-là, il faut voir ça comme des symboliques. Or, l'idée qu'il puisse y avoir
des géants qui ont vécu autrefois, qu'on cherche des cadavres, des squelettes, m'apparaît tout ça un peu stérile. Et également, ce qui est un peu stérile, c'est de voir tous ces amateurs qui essaient de démontrer, par exemple, de quelle façon Moïse aurait séparé la mer Rouge pour sortir d'Égypte. Ces événements-là n'ont probablement même jamais eu lieu. Donc c'est un peu stérile d'essayer de démontrer comment tout ça s'est fait, puisque il faut prendre ça vraiment au deuxième niveau. Ce sont des textes qui ont été écrits quelques 1000 ans après que la tradition orale se soit inscrite. Et puis les squelettes, je sais notamment qu'il y a un de nos auditeurs, Michel, qui revenait à plusieurs reprises là-dessus. Que vous pensez-vous de ça? Jusqu'à preuve du contraire, ces photographies, je vais m'aligner derrière le National Geographic. On parle de vrais géants, là. Oui. Le gars est photographié, puis il est vrai gros comme tu sais, il se tient debout dans son oreille. Là. Oui, absolument. On parle de géants, de squelettes qui font 30 mètres de haut, là. OK, on peut voir la photo sur la page de l'émission. Oui. Allez-y, jetez un coup d'œil. C'est bon. Moi, j'aime ça. Je trouve ça très drôle. Bon, il y a d'autres choses dans l'actualité insolite. Oui, bien sûr. On parle de l'apocalypse qui est enfin repoussé. Il y a quelques jours, 2 scientifiques allemands, on a pu le voir, par exemple, en fin de semaine, dans le journal, pour le nommer, le Journal de Montréal mentionnait cette nouvelle-là. Donc, il y a quelques jours, 2 scientifiques allemands ont annoncé que l'apocalypse annoncé pour 2012, moi c'est dommage, j'avais déjà commencé à sortir mes REER. Fais pas ça. Donc l'apocalypse de 2012 aura plutôt lieu en 2116. C'est comme le CHUM, là. Ah ouais, on n'aura pas ça. Il va y avoir beaucoup de fonctionnaires dans l'apocalypse. Dans 104 ans, il va y avoir encore une petite erreur. Une petite erreur. Donc c'est les frères Boumil et Vladimir Bonn, qui sont respectivement des mathématiciens et professeurs d'histoire, qui croient en effet que les amateurs d'apocalypse pour le 21 décembre 2012 ont erré. J'utiliserais le mot ont erré dans leur interprétation du calendrier Maya. Alors, on en a déjà parlé ici à l'émission. Il faut rappeler que le calendrier Maya, en fait, les Mayas utilisaient plusieurs calendriers pour déterminer le temps, à la fois pour l'aspect agricole de la chose, mais également pour la longueur de leur vie, les mois, etc. Et on parle au moins de 4 calendriers, dont un de 9 jours, un de 260 jours, un de 365 jours et un de 1 872 jours. Lequel choisir? Et donc, ce serait ce fameux calendrier du 1 872 jours qu'on aurait utilisé. Pas vite en ce temps-là. Non. Ton anniversaire arrive pas souvent. Tu pognes 12 ans, là, t'es presque au seuil de la mort. Et en fait, on a même oublié qu'à un moment donné, les Mayas, qui évidemment n'en étaient pas une incohérence près, ils ont même fait une remise à zéro du calendrier. Parce qu'à un moment donné, 2 villes-États, 2 cités-États qui avaient été occupées par des populations mexicaines. Donc, on a suspendu le calendrier quand les Mayas... Quelqu'un lui parlait pendant qu'il était en train de compter. Il a dit, oh merde, je suis perdu, on repart à zéro. On s'est fourré dans le boulier. Là, quand la ville est retombée entre les mains des Mayas, les Mayas ont remis le calendrier à zéro, puis on recommence à nouveau. Donc, c'est en tenant compte de tous ces éléments, finalement, que nos 2 scientifiques allemands disent, on a peut-être fait une petite erreur de 104 ans. Mais là, ce qui est vraiment étonnant là-dedans, c'est qu'en fin de semaine, j'étais avec ma copine, on a visité plusieurs librairies, et c'est incroyable de voir le nombre de livres qui s'alignent sur les rayons des bibliothèques et des librairies sur 2012. Donc, Julie, ton chum, il est excitant, il t'amène voir des livres sur l'apocalypse. Ça donne le goût. Après, on se ramasse au motel. On peut se préparer. En 2012, ça arrive vite. Bon, et là, ce que je constate, non, mais faut quand même dire, j'essaie de m'imaginer, c'est sûr que demain matin, il va y avoir une levée de bouclier des éditeurs et des auteurs, évidemment, qui vont dénoncer cette histoire-là en disant non, c'est notre calcul qui est le bon, parce que tous ces livres-là, finalement, seront achetés au rebut, comme les prédictions 2010 de Jojo Savard. OK. Bon, facile, là. Voilà pour l'apocalypse. Parle-moi de ce crash d'OVNI en Russie. Ah oui, d'ailleurs, pour parler d'OVNI... Allons aux choses sérieuses. Oui. Prenons un peu de sérieux. Tu sais, on parle ça arrive régulièrement qu'on parle d'OVNI ici à la chronique, et il y a des gens qui m'écrivent, Monsieur Page, allez-vous donner éventuellement une conférence, un truc sur les OVNI? Ah oui, malheureusement, bon, oui, mais moi, je n'en fais plus beaucoup de Pourquoi? ça. Parce on va y aller ensemble. C'est vrai, tu pourrais être mon animateur de soirée, tu sais, le maître de gala, là. Moi, le moins que j'en fais, le mieux que je suis. Mais avant d'aborder cette question d'OVNI, pour répondre... Je regarde tous ceux qui animent des galas, là,
pas l'air bien compliqué à faire. Non. Je peux te faire ça, moi. Oui, mais t'as une moins bonne poitrine, par exemple, que d'autres animatrices de gala. D'accord. Donc, disons-le tout de suite, je vais passer une petite annonce. Pour les gens que la question des ovnis intéresse, là, je sais que vendredi prochain, donc le 25 mars 2012, à Drummondville, à l'hôtel Le Dauphin de Drummondville, il y a l'ufologue québécois François Bourbeau qui va tenir une soirée sur la question des ovnis. Donc, François est à peu près le dernier ufologue, à mon avis, sérieux, qui aborde la question avec une approche assez rigoureuse de la question des ovnis. Donc, ça se tient donc à 19h30, vendredi 25 mars, à l'hôtel Le Dauphin de Drummondville. Donc voilà, les gens intéressés Parce que Drummondville, c'est le centre nerveux de l'ufologie? Non, mais c'est le centre du Québec, dit-on, entre Montréal et Québec. Ah oui, OK. Donc, si l'apocalypse arrive, c'est là. À Drummondville. Ça fait longtemps qu'on en parle. À Drummondville. Ouais, OK. Donc voilà. Donc ça, c'est ma petite annonce. Donc on passe maintenant, à ce crash d'OVNI. Donc, depuis quelques jours, en fait, il y a une rumeur qui circule dans l'ancienne URSS et cette nouvelle-là a même été reprise par l'agence Interfax, qui est l'agence officielle d'information du gouvernement, et à l'effet qu'un objet volant inconnu se serait écrasé dans la région d'Irkoutsk, en Sibérie. Donc, oui, je vois ton air passionné. Donc, à en croire les témoins qui se comptent d'ailleurs par centaines, c'est le 1er mars dernier, un grand objet bleu et rose aurait été observé alors qu'il plongeait vers la Terre et ensuite on aurait entendu une grande détonation, une sorte d'explosion. Pas les couleurs de la bouteille de Wild Goose, ça? La non, mais de la Smirnoff. La Smirnoff. Donc, Irkoutsk, on sait que c'est loin, donc à beau mentir qui vient de loin, disait-on dans le proverbe. Donc, très rapidement, on nous dit que la zone aurait été cernée par les autorités, tant la police que les autorités militaires. Et là, bien sûr, on aurait fait venir des géologues, des agents des services secrets. On aurait levé là on aurait mis l'endroit un peu sous séquestre. Et là, toujours évidemment sur cette rumeur-là, on nous dit qu'on aurait récupéré donc un objet volant extraterrestre et ses occupants. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que cet incident-là, oui, ça l'est. Tiens-toi bien, parce que là, on en a une solide. OK. Donc, quelques heures avant le crash de l'OVNI. On va le savoir après cette pause. Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Christian Page, on était rendu en Russie. Hein? Oui, on parlait d'un crash d'OVNI survenu le 1er mars, d'après la rumeur là, qui circule depuis quelques semaines. Cette année, là, 1er mars cette année, donc il y a 3 semaines maintenant, ce crash dans les régions d'Irkoutsk. Ce qui est assez amusant dans cette nouvelle, faut s'entendre parce que c'est dramatique. Ces êtres qui traversent le cosmos pour finir s'écraser comme ça à Irkoutsk, en Sibérie. En fait, ils devraient prendre conseil sur les directeurs d'école et aller s'écraser en Haïti, à Hawaï ou dans des trucs comme ça en République dominicaine. C'est beaucoup mieux. Oui. Donc, je disais que ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que quelques heures avant l'écrasement de cet objet, un autre OVNI, ou le même, faut s'entendre, aurait été observé par les contrôleurs aériens, dis-je bien, de l'aéroport de Yakoutsk, qui là aussi se trouve en Sibérie. Et d'après la nouvelle, l'engin, qui aurait été aussi détecté par les radars, se déplaçait à une altitude de 65 000 pieds et à une vitesse de 6 000 milles à l'heure à ce moment-là. Et lorsque les contrôleurs, parce que là on a peut-être un contact, comme le dit si bien l'expression, attache ta tuque avec de la broche. Lorsque les contrôleurs ont essayé de prendre contact avec les occupants de cette mystérieuse machine volante, ils n'ont eu pour toute réponse qu'une phrase inintelligible, visiblement prononcée par une voix féminine et dont certaines intonations étaient semblables à des miaulements de chat. Catwoman. Je ne sais pas, mais c'est une chatte qui parle. Une chatte qui parle. Hey, on ne sait pas à quoi ressemble la vie à l'extérieur de notre univers. Donc, mais c'est sûr qu'il y en a. Oui, mais c'est ça. Mais c'est toujours des bactéries, des crottes de nez, on ne sait pas. Ouais, mais une chatte qui parle, c'est toujours inquiétant, surtout si c'est ta blonde qui dit ça. Machine à explorer le temps. Oui, puisque l'on parle de trouvailles inattendues, il y a 2 scientifiques de l'université de Vanderbilt, les professeurs Tom Wilder et Chiu Man-yu. Et selon ces 2 chercheurs-là, ils ont l'intention d'utiliser le gigantesque accélérateur de particules qui a été construit là tout récemment entre la France et la Suisse. On a fait l'entrevue avec les gens là-bas, l'an passé. Ah oui? Ben oui. Tu écoutais l'émission au lieu d'écouter Radio-Canada, tu le savais. Mais non, mais moi, j'écoute que ma chronique. Ah ouais.
Nombriliste. Espèce d'égocentré. Donc, cet accélérateur de particules, Oui. je ne t'apprendrai rien. Il s'agit en fait d'un tunnel souterrain de 27 kilomètres de long. Hein. En fait, 27 kilomètres, il y a une circonférence de 27 kilomètres Ça de long. spinne vite là-dedans. Oui, et le nom de ça, en fait, le nom de cet appareil-là, en fait, c'est un grand collisionneur de hadrons. Ça, c'est le Exactement. vrai nom. Mais de façon courante, on appelle ça un accélérateur à particules. Et donc, nos deux scientifiques croient qu'en faisant voyager des protons à une vitesse proche de celle de la lumière et en les faisant entrer en contact, ils pourraient produire deux nouvelles particules. Là, je dois absolument référer à mes notes parce que ça dépasse mes connaissances d'astrophysique. Réfère. Donc, ces deux particules, on parle ici d'un boson de Higgs et d'un singulet de Higgs. Et en fait, les deux scientifiques croient que cette deuxième particule, le singulet de Higgs, Oui. aurait une vie très éphémère. Hein. Il apparaît puis il disparaît. Mais d'après les scientifiques, il ne disparaît pas. Il se met à voyager dans le passé. En fait, la particule aurait cette propriété Ben oui. de voyager tout aussi bien dans l'avenir que dans le passé. OK. Et donc là, nos deux scientifiques croient que si on pouvait... je te remonte tes lunettes, mon Benoît. Donc, si on pouvait utiliser... Non, c'est parce que tout le monde se dit, coudonc, je pourrais retourner dans le passé. Qu'est-ce que j'irais réparer? Et voilà, c'est un peu ça. En fait, les deux scientifiques croient que si leur théorie s'avérait exacte, on pourrait peut-être utiliser ces particules pour envoyer des messages soit vers l'avenir ou soit vers le passé. Genre, John Kennedy, baisse-toi! Exactement. Ouais, Mais la grande problématique de ça, évidemment, tu as fait toi-même le pas. Est-ce qu'on pourra éventuellement ou croire ou imaginer un véritable voyage d'un humain à travers le temps? Ouais. Et ces deux scientifiques-là ne croient pas. Pour eux, le voyage à travers le temps, s'il existe, n'est possible qu'à un niveau atomique, donc une particule comme ça qui pourrait se déplacer. Mais d'imaginer un voyage à travers le temps en utilisant des humains, pour ces gens-là, ça semble être une invraisemblance. Ça Donc, changerait le courant de l'histoire. Ouais, parce on l'a vu, le film, hein? Ouais, c'est ça, parce que évidemment, on est toujours en position c'est toujours la question du paradoxe. Hein? Qu'est-ce qui va créer si toi tu décides de reculer dans le temps et d'assassiner ton père avant que tu viennes au monde, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas cesser d'exister? Mais si tu cesses d'exister, comment pourras-tu revenir dans le passé pour assassiner ton père? Attends, j'ai mal à la tête, là. Alors là, les scientifiques émettent... Le cours de l'histoire peut être changé comme ça. Tu peux te suicider en allant tuer ton père. Ton père, ouais. Donc, C'est beaucoup d'efforts, je trouve. Ouais, donc alors là, les scientifiques, eux, ce qu'ils proposent, c'est qu'il pourrait exister plusieurs univers, en fait, comme des embranchements. Donc, si le voyage dans le temps est possible, il pourrait exister des embranchements. Donc, dans un univers, il y aurait un Benoît qui existerait, animateur de radio. Non, il y en a assez. Ouais. Non, on n'en veut pas d'autres. Christian, je veux juste partager avec toi un message de Robert. Il dit, je comprends pourquoi l'OVNI s'est écrasé en Russie. C'est une femme qui était aux commandes. C'est une blague. C'est juste une blague. C'est Robert. Écrivez à Robert. C'est pas à moi. Je vais juste transmettre l'information. Ouais, ben tu vois d'ailleurs, puisqu'on parle de cet écrasement-là, ce qui est toujours étonnant, puis puisque tu ramènes un peu le sujet, c'est que des écrasements d'OVNI, il y en a eu plusieurs à travers l'histoire. J'ai simplement ici sorti une petite liste là, pour rappeler aux gens des histoires d'écrasement d'OVNI. Il y en aurait eu un en 1897 à Aurora, au Texas. D'ailleurs, dans cet écrasement-là, il y aurait eu un survivant, un extraterrestre qui aurait survécu, qui aurait vécu parmi la population avant d'être enterré dans le cimetière local. Donc c'est assez étonnant. En 1947, le fameux écrasement de Roswell, dont tout le monde a entendu parler. Évidemment. 1948, dans la petite ville d'Aztec, au Nouveau-Mexique, il y aurait eu un écrasement. 62, à Las Vegas, il y aurait eu également un écrasement. Moi, je me rappelle, à Las Vegas, avoir rencontré un type qui disait avoir été témoin de cet écrasement-là. Il m'a montré un gant de l'extraterrestre. Un gant. Ça avait l'air d'un gant de Michael Jackson. En plus petit. Non, mais c'est tout à fait sérieux. C'était un tout petit gant. Et bon, voilà. Ça, c'était l'écrasement de 62 à Las Vegas. Il y en aurait eu un à Kecksburg en 1965, en Pennsylvanie, à Shag Harbor, au Canada, en Nouvelle-Écosse, en 1967. En 1969, il y en aurait eu à Sverdlovski, en Russie. Donc, en 1974, pas de mauvais jeu de mots, mais il y en aurait eu un à Chihuahua, tu te rappelles? Ben oui. Il y a 3 semaines, le Chupacabra à Chihuahua. Le Chupacabra? Le Chupacabra à Chihuahua. Ouais. Et puis en 92, il y en aurait eu un à Long Island. On parle ici d'endroits qui sont quand même de forte densité de population et d'imaginer... Mais toujours pas de preuves. Toujours pas de preuves. Merci Christian Page. À la semaine prochaine. Merci à Larry, Alexandra et à François. Il y a Paul Oud qui suit après cette pause. À demain midi.